Bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo. On est encore dans le chapitre 4 sur les intégrales définies, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est les intégrales impropres. On va le faire en deux vidéos, les intégrales impropres. Avant de commencer les intégrales impropres, on va faire un petit rappel. Premièrement, on va se rappeler qu'est-ce qu'une intégrale définie. C'est une intégrale définie de la fonction f de x sur l'intervalle AB. On le note par le symbole d'intégrale ici, avec des bornes a et b, la fonction le dx. Et c'est la limite d'une sommation de f de i delta x. Il faut avoir une partition, si possible, régulière, c'est la division simplifiée. Une partition régulière de AB et ti, un élément du sous-intervalle dans la partition. L'idée de l'intégrale définie, c'est on fait des mini-rectangles de largeur infiniment mince, on en fait une infinité sur un intervalle d'une hauteur déterminée par la fonction, et on calcule l'aire de tous ces rectangles-là, puis on fait tendre le nombre de rectangles vers l'infini, ça nous donne l'aire algébrique. L'aire algébrique, c'est que la fonction peut être positive ou négative. Si la fonction est en haut de l'axe des x, j'obtiens une valeur positive. Si la fonction est sous l'axe des x, j'obtiens une valeur négative. Et on le note par ce symbole-là. Fait que c'est une idée, c'est de l'aire algébrique. On fait des mini-rectangles. Une hauteur peut être positive ou négative. La surface que j'obtiens peut être positive ou négative. Mais c'est assez compliqué à calculer. Mais le théorème fondamental du calcul, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que si on a accès à une fonction continue et on connaît la primitive de la fonction, fait la primitive nous permet de calculer l'intégrale définie. C'est vraiment la force du théorème fondamental. Fait que je prends la primitive. Ça, c'est la notation qu'on fait quand on utilise le théorème fondamental. Et pour dire qu'on prend la primitive, on l'évalue en b, on l'évalue en a et on soustrait le résultat. Fait que si on est capable de trouver la primitive d'une fonction, on est capable de calculer l'aire algébrique sur un intervalle. C'était l'idée géniale qu'on a vue précédemment avec le théorème fondamental du calcul. Je vais vous faire pratiquer. Fait que je vous demande de calculer cette intégrale-ci et celle-ci. C'est toutes intégrales définies, on voit qu'il y a des bornes. Possiblement, je vous demande de le faire avec le théorème fondamental. Fait que je vous laisse travailler, pesez sur pause, prenez le temps que vous voulez. Moi, je vous présente les solutions dans 5, 4, 3, 2, 1. Premier exercice, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de racine carrée tan de θ sur cos carré θ dθ. Qu'est-ce que je vous avais dit quand on a une intégrale définie? Maintenant, il faut s'assurer du domaine, puisque ça se peut qu'on ait un problème avec le domaine. Ici, j'ai un quotient. Est-ce que le quotient peut valoir 0? Cos θ vaut 0 à pi sur 2. À 0, ça vaut 1. À pi sur 4, ça vaut racine de 2 sur 2. Fait que je suis correct. Ça reste positif entre les deux. Fait mon notaire, il est positif. Si je regarde le graphique, à quoi ça ressemble, j'obtiens ça. On voit que oui, il y a des discontinuités, mais ils ne sont pas à pi sur 4. Fait qu'on est correct. Ici, la fonction est continue sur l'intervalle en question. Maintenant, il faut que j'intègre ça. S'il y a une fonction composée, il y a un quotient, c'est pas facile. Il n'y a pas vraiment de règle de fonction composée, règle de quotient, mais quand on a une fonction composée, l'idée qu'il faut essayer, c'est l'idée du changement de variable. C'est la seule manière d'y arriver, c'est en espérant que le changement de variable fonctionne bien, il faut qu'elle soit multipliée par la dérivée. La dérivée de tangente θ, c'est sécante carré θ. Ici, on ne multiplie pas par sécante carré θ, mais sécante, c'est 1 sur cos. Fait que je divise par cos carré, fait que je sais que ça va bien marcher. Fait que je pars mon changement de variable. U égale tan θ, du égale sec carré θ, dθ, que je vous ai dit c'est égal à dθ sur cos carré. Je vais pouvoir tout remplacer et ramener ça en U. Quand on a une intégrale définie avec un changement de variable, une idée que je vous avais lancée, qui le manuel aussi vous en a parlé, c'est de changer nos bornes pour ramener directement en U. Fait que si θ vaut 0, par la transformation U égale tan θ, ça devient U tan 0, 0. Fait ma borne 0 va rester 0, mais ma borne pi sur 4, tan de pi sur 4, c'est 1. Fait que ma borne de pi sur 4, je vais changer en 1, puis je n'aurai pas besoin de ramener mon intégrale en θ. Je la laisse en U et je vais obtenir une réponse numérique. Fait que j'obtiens l'intégrale de 0 à 1 de racine de U du. Comment ça se fait cette intégrale-là? On prend le théorème fondamental. C'est U exposant 1 demi, ça fait, j'augmente l'exposant de 1, ça fait U exposant 3 demi, je divise par 3 demi, fait c'est comme ici par 2 tiers, et je l'évalue à 1, je l'évalue à 0, je remplace par 1, je remplace par 0, et j'obtiens 2 tiers. Fait, on a calculé cette surface-là avec le chemin de variable, mais cette surface-là est identique
à cette surface-là par entre autres propriétés du théorème fondamental, des choses comme ça, mais le changement de variable, en changeant les bornes, on va calculer une heure, ça va être d'autres bornes, comme je dis, les bornes peuvent être inversées, changer. Ici, le 0 est resté 0, mais ça aurait pu changer. Mais la surface ici et la surface ici, ces deux surfaces-là valent 2 tiers. C'est quand même un truc assez bien de changer la variable, changer les bornes. Je trouve que c'est un calcul qui se fait bien. Deuxième exemple, c'était, je demandais l'intégrale de moins 2 à 1 de 1 sur x carré dx. Fait que je vous montre une tentative de solution. Je prends le théorème fondamental. Ici, je l'ai directement la formule, c'est x à la moins 2. Ça fait x à la moins 1 divisé par moins 1. Ça fait moins 1 sur x. Je l'évalue à 1, je l'évalue à moins 2. Ça fait moins 1 sur 1, moins. Il y a 3 moins, ça peut quand même rester un moins. Une demi, ça fait moins 3 demi. Fait que j'aurais comme trouvé une solution, mais c'est quand même étrange ici que cette fonction-là est toujours positive. 1 sur x2 c'est jamais négatif. Et j'obtiens un négatif comme aire algébrique. C'est un peu étrange, fait que ça devrait pas être bon. Si je regarde le graphe, ici il y a une discontinuité. Quand je dis faites attention, s'il y a discontinuité, ça ne marchera pas. On a un exemple, cette intégrale-là, je n'ai pas encore les outils pour la calculer parce qu'il y a une discontinuité. Fait que les intégrales impropres, c'est ça, on va étudier les fonctions avec des discontinuités. Est-ce que c'est impossible à calculer? C'est souvent possible. Puis on va être capable de savoir si ça converge ou diverge. C'est ça qu'on fait dans 4.3, dans cette section-ci. Je vous définis le concept. Une intégrale définie allant de a à b de f de x dx est une intégrale impropre si, deux possibilités, f de x a une discontinuité dans l'intervalle, ou au moins une borne est moins infinie ou infinie. Fait que si on a une borne qui est infinie, on n'a jamais fait ça, mais ultimement, on pourrait calculer une aire algébrique jusqu'à l'infini ou partir de moins l'infini et arrêter une place, ou de faire carrément de moins l'infini à l'infini. Ou s'il y a un trou au milieu de la fonction, comme on vient de voir, si tu continues à un seul point, c'est une intégrale impropre, mais on aura des outils pour y arriver. Dans cette vidéo-ci, je vais présenter quoi faire dans le cas avec une seule discontinuité dans l'intervalle. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter quand il y a au moins une borne qui est infinie. Trois cas possibles pour une discontinuité dans l'intervalle. Première possibilité, c'est que la discontinuité soit à une extrémité, la première extrémité en A. Fait qu'est-ce qu'on fait pour calculer cette intégrale-là? Comme la fonction n'est pas définie en A, on va faire la limite quand alpha tend vers A, mais ici juste d'un côté. Fait comme alpha, c'est la borne inférieure, fait qu'on va partir un petit affaire plus loin, on va partir à A jusqu'à B. On enlève un point. En enlevant un point, ça ne changera pas la surface, mais c'est un calcul de limite. Ça se peut que cette limite-là donne un réel, ça se peut qu'elle ne donne pas un réel, mais au moins on va être capable de se fixer pour calculer cette intégrale-là. Si la discontinuité est l'autre borne, l'idée est absolument la même. Fait qu'on va faire tendre la borne, au lieu de se rendre jusqu'à B, on va arrêter juste avant. Fait cette intégrale-là, on va calculer la limite quand bêta tend vers B-, on arrête juste avant de la fonction et on va regarder ce que cette limite-là, qu'est-ce qu'elle vaut. Si on a une discontinuité à un point autre qu'une borne, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va couper notre intégrale en deux. On va arrêter juste avant le C et on va repartir juste après le C. On va calculer chacune des limites. Si les deux limites donnent des réels, alors cette intégrale-là a du sens. Si une des limites donne l'infini, n'existe pas ou quoi que ce soit, on va dire que l'intégrale diverge. C'est ce que il est écrit ici. Dans chacun des cas, cette égalité-là a du sens si les limites existent et donnent un réel. Puis on va dire que l'intégrale converge dans ces cas-là. Si ça ne donne pas un réel ou si une des parties, une des limites donne l'infini ou n'existe pas, on va dire que l'intégrale diverge. C'est la théorie pour une intégrale impropre avec une discontinuité. Je vais faire deux exemples avec vous. Premier exemple, c'est de 0 à 3, x carré moins 9 sur 3 moins x dx. Deuxième exemple, c'est l'exemple de la fonction qu'on avait. Je vous ai montré le graphe, il y avait une discontinuité en 0. Alors, on va résoudre, je vais vous montrer comment on fait, mais si on applique tout simplement les limites que je viens de vous présenter. Premier exemple, c'est l'intégrale de 0 à 3 x carré moins 9 sur 3 moins x. On regarde le domaine de ça. Ici, il y a une division par 0 lorsque x vaut 3. X vaut 3, c'est une des bornes. Fait qu'on se retrouve avec le cas qu'il faut calculer la limite et arrêter juste avant le 3. Fait on va prendre limite quand bêta tend vers 3 moins. Ici, j'ai fait le graphe. Ça va aussi nous donner des pistes pour résoudre l'intégrale. On va voir si ça donne une droite.
mais avec une discontinuité en ce point-là. On se doute bien que l'arc qu'on va obtenir va être l'arc de ce trapèze-là. Mais sûr qu'évidemment, quand on n'a pas l'idée du graphe, quoi que ce soit, c'est pas évident, mais là, je pense que c'est une intégrale qui va converger en regardant le graphe de cette fonction-là. Je veux calculer cette limite-ci. L'idée, c'est que je vais factoriser le numérateur. On aurait pu faire la division par crochet aussi, mais si on le factorise, on reconnaît que x moins 3, 3 moins x, c'est le même facteur au signe près. Fait qu'on fait juste remplacer par moins 1 ce quotient-là. Si je remplace moins 1, il me reste moins x moins 3. Ici, je peux prendre mon théorème fondamental du calcul que j'indique ici. J'intègre moins x, ça fait moins x carré sur 2. J'intègre moins 3, ça fait moins 3x. Il me reste à l'évaluer en bêta et en 0. Fait, je réécris cette expression-là, je l'évalue en bêta, je l'évalue en 0. Ici, ça vaut 0. Ici, ça vaut moins bêta carré, moins 3 bêta. Si je fais tendre bêta vers 3 moins, c'est pas une forme spéciale quelconque, c'est une forme directe. Il n'y a pas d'ambiguïté de remplacer bêta par 3 moins. Et j'obtiens moins 27 demi. Ici, je vous dis, c'est l'art du trapèze, mais il faut se rappeler, le trapèze est sous l'axe des x. Ici, j'ai 3. Ici, j'ai 6. J'ai une hauteur de 3. Fait petite base plus grande base, ça fait 9. Divisé par 2, ça fait 9 demi. Fois 3, 27 demi. L'arc du trapèze, c'est 27 demi. Qui est sous l'axe des x, moins 27 demi. C'est cohérent. Ici, on a une intégrale qui converge. Exemple suivant, celui que j'avais donné au début de la vidéo, c'était un petit piège, je ne pouvais pas la résoudre à ce moment-là. Je veux calculer cette intégrale-là. Ici, j'ai une discontinuité en 0. Ici, j'ai une division par 0 quand x vaut 0. Fait il faut que je coupe mon intégrale en 2. La coupe en 0. Fait je vais tendre. J'arrête juste avant 0. Fait la limite quand bêta tend vers 0 moins, plus la limite quand alpha tend vers 0 plus. Je pars juste après 0. Et je vais couvrir de moins 2 à 0, de 0 à 1. Fait je calcule cette section-ci, cette section-ci. J'intègre ceci. Ici, c'est x à la moins 2. Fait que la primitive de ça, c'est x à la moins 1 sur moins 1. Fait que je prends mon théorème fondamental, ça fait moins 1 sur x, que je vais évaluer de bêta jusqu'à moins 2, et l'autre, c'est la même primitive, moins 1 sur x, que j'évalue entre 1 et alpha. Je remplace par bêta, je remplace par moins 2, je remplace par 1, je remplace par alpha. Ici, à cause du moins moi, j'écris directement le plus, puis ici, il y avait quand même un autre moins quand même. Pour simplifier, quand je remplace ici par 0 moins, 1 divisé par 0 moins, c'est pas une forme indéterminée, c'est une forme connue. 1 divisé par 0 moins, ça donne moins l'infini, mais avec un négatif, ça fait l'infini. Ici, j'ai une limite qui vaut l'infini. Je n'ai même pas besoin de calculer l'autre limite parce que je sais que l'intégrale va diverger dès qu'une des deux limites donne l'infini. Mais ici, encore une fois, 1 sur 0 plus, j'ai encore une infini ici. Cette surface-là vaut l'infini, cette surface-là vaut l'infini. C'est clair que la surface totale vaut l'infini. On va dire que l'intégrale diverge. On ne dira pas que ça vaut l'infini, on va juste dire qu'elle diverge. Fait qu'on a réussi ce deuxième exemple-là. Vous, est-ce que vous êtes capable d'en faire par vous-même? Je vous laisse essayer sur ces deux exercices-ci. L'intégrale de 0 à 8 de 1 sur racine cubique de x et l'autre, l'intégrale de 0 à pi de tan θ dθ. Prenez le temps que vous voulez pour faire ces exercices-là. Je vais les solutionner sous peu. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Je ne sais pas si j'avais réussi celle-ci. Première intégrale, 1 sur racine cubique de x. Ici, j'ai une division. Il ne faut pas qu'il y ait la division par 0. Il ne faut pas que le x valent 0. Ici, le 0 est dans mon intervalle, c'est une extrémité. Il faut que je prenne la limite. Au lieu de partir à 0, mon intégrale, je pars juste après, je vais partir à 0 plus. Ici, on voit le graphe. Ici, on voit qu'il y a une discontinuité, il y a comme une asymptote verticale en x égale 0. Mais on voit que c'est quand même très collé. Puis même si ça monte à l'infini, c'est tellement collé, peut-être que l'air donne un réel. Tantôt, on voyait que c'est beaucoup plus large dans l'exemple précédent, mais ici, on voit que c'est très collé. On va le calculer. Je remplace cette intégrale-ci par une limite. Maintenant, la fonction est définie partout sur son domaine, parce que je ne pars pas à 0, je pars juste après 0. Je prends mon théorème fondamental du calcul, je remplace par la primitive de x exposant moins 1 tiers, c'est x exposant 2 tiers que je divise par 2 tiers qui est comme multiplié par l'inverse, et il me reste à l'évaluer en 8 et alpha et soustraire les deux. C'est ce que je fais ici, je remplace l'x par 8, je remplace le x par alpha, 8 exposant 2 tiers, 8 exposant 1 tiers c'est 2, 2 au carré ça fait 4, 3 demi fois 4 ça fait 6,
Ici, 0 exposant quelque chose fois 3 demi, ça vaut, puis le quelque chose n'est pas 0, ça vaut 0. J'obtiens 6. On voit que cette surface totale, même si ça monte à l'infini, elle vaut 6. Fait qu'ici, on a une intégrale qui converge. Je ne sais pas si vous l'avez réussi. Si oui, bravo. Deuxième intégrale que je vous ai demandé, c'était l'intégrale de 0 à pi de tan θ dθ. Je sors mon intégrale définie, je vais calculer l'intégrale indéfinie, je vais trouver la primitive, puis ensuite je vais prendre mon théorème fondamental avec les limites, tout ça, ça va être un peu plus facile. Fait que je commence avant tout, avant de regarder le domaine, quoi que ce soit, c'est sûr qu'une étape, je vais avoir besoin de la primitive, puis je la connais pas directement, cette primitive-là. Alors je vais faire des calculs pour y arriver. Fait la première idée, c'est que je vais dire tan θ, c'est sin θ sur cos θ. Ici, j'ai un quotient, bon, pas plus facile, mais il y en a, si on regarde ici, sin θ dθ, c'est la dérivée à un signe près de cos θ. Fait que je sais que je vais pouvoir y arriver par un changement de variable. Fait que je pose le u égale cos θ, le du égale moins sin θ dθ. Fait que je remplace. Fait qu'ici, à cause du signe, il faut que je change le signe ici. Fait que c'est simplement l'intégrale de du sur u avec un signe moins. Ça donne directement moins ln de u. Je remplace le u par sa valeur qui est cos θ. Si vous regardez des tables, des fois ils disent c'est ln de 50 θ. Ici, par les propriétés du ln et des inverses, c'est équivalent. Mais je vais calculer celle-ci, c'est celle-ci que je vais utiliser. Fait, j'ai trouvé la primitive. Maintenant, je regarde le graphe. On voit qu'il y a une discontinuité ici. Fait, effectivement, tan θ à pi sur 2, il y a une discontinuité. Alors, je vais couper mon intégrale en deux. Je vais calculer de 0 jusqu'à pi sur 2, une petite affaire avant que j'arrête. Je calcule de pi sur 2, une petite affaire après jusqu'à pi de tan θ. C'était le truc qu'il fallait faire quand la discontinuité est quelque part dans l'intervalle. Ici, je prends mon théorème fondamental, je vais calculer la primitive, c'est moins ln de cos, moins ln de cos, que je vais évaluer entre bêta 0, ici que j'évalue entre pi et alpha. Je remplace le θ par bêta, je remplace par 0, place par pi, je remplace par alpha. Cos de 0, c'est 1, ln de 1, c'est 0. Ici, je suis pas capable de... je vais simplifier avec ma limite. Ici, la même idée. Cos de pi, c'est moins 1. J'ai une valeur absolue, ça fait 1, ln de 1, c'est 0. Fait que j'ai calculé ça, il me reste ceci. Maintenant, je vais calculer mes limites. Cos de pi sur 2, ça tend vers 0. Ln de 0, ça tend vers moins l'infini. Puis ici, il y a un moins de 20, ça fait l'infini. Ici, je calcule ici, encore une fois, ça fait 0. Si je calcule ln de 0 plus, ça fait moins l'infini. Ici, j'ai l'infini. Ici, j'ai moins l'infini. Est-ce que ça s'annule? Ah, regarde, c'est la même forme, c'est symétrique. Plus, moins, on a une intégrale qui vaut 0. Non, si une des limites, comme je vous ai dit précédemment, vaut l'infini, je n'ai même pas besoin de calculer l'autre, je sais que l'intégrale diverge. Il faut faire attention, il ne faut pas les barrer, dire les deux infinis s'annulent. On ne sait pas, c'est une forme indéterminée. C'est une forme indéterminée, on va dire que l'intégrale diverge. On ne peut pas faire une seule limite. Ah, mais si on fait une seule limite, puis il y en a un qui est symétrique un de l'autre, puis ça va être plus facile à calculer. Non, parce que des fois, justement, il faut avoir des simplifications qui vont arriver. C'est toujours important de séparer en deux limites, de calculer. Puis même si on aurait une forme infinie, moins infinie, on ne peut pas les simplifier. Il faut conclure que l'intégrale diverge. C'était la fin de cet exercice-là. C'est aussi la fin de la vidéo. Je vous laisse faire les exercices dans votre manuel. Ensuite, je vous invite à la deuxième vidéo où on va traiter le cas où on a une borne infinie. Je vous souhaite bon travail.